je peux me mettre la tête en bas, tout ça. Alors, bonsoir tout le C'est monde, parti. bienvenue à notre chiour de halakha de la semaine. Alors, c'est un chiour qu'on a donné il y a peut-être une dizaine d'années de ça. Alors, Baruch Hashem qu'elle oublie. Donc, vous allez voir, c'est assez intéressant. On va discuter d'énormément de choses. On va passer on va passer en une bonne promenade dans les transgressions de ce qu'on appelle les lavim. Un lave, c'est une mitzvah passive. C'est la Torah qui te demande de ne pas faire et de ne pas poser tel et tel geste. Donc, comme on sait, on a 365 lavim, donc 365 mitzvot lo ta'aseh, c'est-à-dire que la Torah ne veut pas qu'on adopte un certain comportement. Donc, ne pas voler, ne pas faire d'adultère, tout ça, ça rentre dans les mitzvot passives. Et il y a 248 mitzvot actives. Alors, avant de commencer le shiur et de commencer avec notre première référence, j'ai besoin juste de vous donner un préambule sur une règle générale qui revient assez souvent dans la Torah. Alors, cette règle, c'est ce qu'on appelle Malkout. Malkout, c'est un procédé, donc c'est une procédure de punitive, on va dire, et corrective, on va appeler ça comme ça, pour rester positive, qui sont employées donc par les tribunaux rabbiniques. C'est pas applicable aujourd'hui parce qu'on n'a pas de smicha jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que la transmission de toute la halacha et l'ordination des rabbins qui se faisait à l'époque du Shulchan Aruch, à l'époque du Rambam, il y avait une transmission jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et avec l'exil, on a perdu un petit peu la transmission. Et donc même l'ordination rabbinique que vous avez aujourd'hui, qu'on appelle la smicha, c'est pas exactement la même que celle qui était donnée à l'époque dans les temps talmudiques, on va dire. Ok? Alors on a une règle. Quand on transgresse un lave, quand on transgresse une mitzvah lo ta'aseh, c'est-à-dire que on pose une action que la Torah t'a dit, je veux pas que tu fasses cette action. Je veux que tu restes passif si jamais la tentation ou un scénario quelconque se présente à toi pour que tu transgresses en faisant l'action, je veux que tu t'abstiennes. Ça s'appelle un lo ta'aseh. Lo ta'aseh, ça veut dire ne fais pas. Alors, si on va avec cette logique, et avec ce raisonnement, on a une règle. À chaque fois qu'on transgresse un lota assez, donc une mitzvah passive, donc encore une fois, je répète, ça veut dire qu'on a fait une action que la Torah voulait pas qu'on fasse. Ok? Donc à chaque fois que ça arrive, s'il y a deux témoins qui avertissent la personne en question et qui lui disent un avertissement qui est bien ciblé et qui est correctement élaboré et énoncé. Si par exemple quelqu'un il est sur le point de faire un lave X ou Y et toi tu l'avertis sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait, ça ne fonctionne pas. Donc on doit avoir deux personnes qui avertissent verbalement la personne en lui disant attention, tu es sur le point de transgresser tel et tel mitzvah lota assez. Attention, on te dénonce en cours. Si le gars, dans un temps très raisonnable, il répond, il dit, je m'en tape, je fais ce que je veux. Si ces deux témoins vont le dénoncer en cours, il est culpabilisé, après avoir, bien sûr, après être passé en cours et être cuisiné par les dayanim. Et si jamais ils arrivent à donc l'inculper pour une transgression de lave, alors ce gars-là, il va prendre des coups. Ça s'appelle malcoute. Alors malcoute, c'est une procédure très sérieuse en traduisant en anglais lashes. Lashes, ça veut dire c'est plus quand tu fouettes quelqu'un. Alors comment c'était fait? Une ceinture en cuir de veau, assez épaisse, un examen médical avant l'administration des coups, pour déterminer ce que la personne elle est capable de tenir, combien de quoi elle est capable de supporter. Le maximum c'est 39 et le minimum ça peut être zéro. Si par exemple le gars n'est pas en forme ou qu'il y a un risque carrément qu'on l'endommage gravement à travers les coups qu'on va lui donner, ben on lui donne rien. Alors, je vais vous donner un exemple. Disons quelqu'un, on va commencer avec cet exemple d'ailleurs, quelqu'un qui a un habit qui est sha'atnez. Sha'atnez, c'est quoi? C'est que tu as mélangé, tu as tissé un habit, donc une chemise, une veste, ou peu importe ce que c'est, tu l'as tissé entre de la laine et du lin. C'est un lave dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah ne veut pas que tu portes des habits comme ça. Et c'est en rapport avec un interdit qu'on appelle les kil haïm. C'est un interdit que vous allez retrouver très souvent dans le domaine agricole. Par exemple, on n'a pas le droit de mélanger ou de semer deux graines qui sont différentes en espèces.
Donc, je ne peux pas semer, par exemple, du blé et semer des lentilles dans le même terrain de manière complètement aléatoire. Je prends une poignée avec les seeds et je les jette dans un terrain fertile, j'ai pas le droit. Ça s'appelle kill haïm, ça veut dire qu'il y a des mélanges d'espèces, des accouplements d'espèces qui sont pas permises. Alors, même chose, j'ai pas le droit aussi de tisser un habit avec du lin et de la laine et de le porter. Alors, si par exemple, on sait qu'un habit X ou Y, il est vraiment tissé avec de la laine et du lin, et là, j'ai un gars qui vient qui me dit, attention, monsieur, vous êtes sur le point de transgresser le lave numéro tel et tel qui s'appelle ne porte pas d'habit de lin et de laine ensemble. Alors, si moi je réponds et je dis, m'en fous, les deux témoins m'emmènent en cours, je vais prendre des coups. Et avant que je prenne des coups, on va devoir me faire un examen médical, combien je peux supporter. Et là, il y a un envoyé, un administrateur spécial. Je ne veux pas l'appeler le bourreau parce que c'est pas du tout le même esprit. Mais il y a un gars dans le Beddin. Sa fonction, c'est de tabasser les gens quand ils font des bêtises. Alors, c'était très sérieux, ça frappait fort quand même. La logique derrière Rabotai, c'est pas confondre avec ce qui se passe en Arabie Saoudite. Par exemple, les Havdil, ben Tamé la Tahor, pour faire une différence entre le pur et l'impur. Ce que font dans le monde musulman avec le fouet public et tout, c'était pas du tout comme ça que c'était fait. La mitzvah de Ve'aftad, tu aimeras ton prochain comme toi-même, elle est applicable même quand on administre des peines de mort et des peines punitives en Beddin. La grande logique rabotaille, elle est très simple. On essaie toujours d'encourager la personne à se recadrer et à se corriger. Tu as fauté à cause d'une tentation du corps, on va essayer d'atténuer l'influence du corps sur ton intellect, et donc on va frapper un peu le corps. Et c'est pas juste une punition parce qu'on doit administrer des coups, comme les intelligents dans le monde islamique, ils ont rien compris comme d'habitude, mais ça n'a rien à voir avec ça. L'idée, c'est plus comme le jeûne. Le jeûne, c'est pas une affliction. On n'est pas intéressé à ce que tu souffres. On est intéressé à atténuer l'influence du corps dans certaines journées données, comme à Yom Kippourim, pour justement que toutes les capacités et toute l'énergie dont tu disposes peut être dirigée vers ta neshama pendant une journée. Donc tu coupes les besoins du corps parce que tu peux pas t'en occuper, tu peux pas le nourrir ni rien du tout. Tu peux te concentrer sur un autre domaine d'activité qui est le spirituel. C'est un peu l'idée derrière. Donc les malkoutes, c'est exactement comme ça. C'est le même genre de principe. Alors je vous explique ce qu'on va faire à Botaï. Je vais d'abord vous montrer une Gemara. Donc, c'est un morceau de Talmud très rapidement dans Masechet Makot. Il y a un volume du Talmud qui s'appelle donc Masechet Makot et qui deal avec toutes les lois d'administration de ces fameux coups, Malkout, qui étaient faites au tribunal rabbinique. Une fois qu'on va faire ça, on va discuter de scénarios qui sont assez intéressants, où en fait, tu as une personne qui, qui est passive dans sa transgression donc de la mitzvah de l'ota'aseh. Et on va essayer de voir exactement est-ce que la passivité peut être considérée comme une action, oui ou non. Alors vous allez voir dans les cas, on va voir plusieurs cas. On va voir un cas d'un gars qui va dans un endroit où il n'est pas supposé aller. On va voir un cas avec un nazir. Et on va voir un cas avec du sha'atnez. Donc quelqu'un qui porte un habit. Alors on va commencer tout de suite les premières références. Donc je vous emmène voir la fameuse Gemara qui nous intéresse dans Masechet Makot. Alors vous la voyez, elle est devant vous. Et là-bas, c'est marqué. Alors, donnez-moi juste un instant, j'essaie de trouver ma place. Alors, alors regardez ici. Bon, c'est une question, c'est un statement, donc c'est un énoncé qui vient en plein milieu d'une analyse de l'Agmara. Je peux pas rentrer dans l'analyse parce que je vais perdre au moins une demi-heure. Donc vous allez me croire sur parole. L'Agmara, dans une des réponses qu'elle donne au milieu de l'analyse, elle dit que, attention, Mishuv de Havelav Shenbo Maase. Quand tu transgresses une mitzvah parmi les 365 mitzvot passives sans faire d'action, tu n'as pas de malkout. Et d'ailleurs, la Mishnah, la Gemara, elle dit Kol lav she'en bo maase, n'importe quel lave, donc n'importe quelle mitzvah passive parmi les 365 que tu vas transgresser sans faire une action, en lokin alav. On ne peut pas administrer des coups. Alors, je vous donne un exemple typique. Euh, L'otatoru ahare levavchem be'ahare enechem. C'est marqué dans le schéma. Tu n'as pas le droit de vagabonder dans des pensées qui sont purement immorales ou regarder des choses que tu n'es pas supposé regarder, qui vont créer des pensées qui sont malsaines. Alors évidemment, si ça reste dans le monde de la pensée,
c'est pas un lave avec une action. Donc même si tu avoues, ou même si on va dire on a un lecteur cérébral qui sait exactement à quoi tu as pensé pendant un moment donné, alors tu as transgressé le lave, tu dois faire tes chouvas, c'est sûr, tu vas devoir te repentir, mais on ne pourra pas administrer de coups. Pourquoi? Parce que tu n'as pas transgressé avec une action. Il faut transgresser avec une action. Voilà ce qu'on a besoin. Alors l'exemple que je vous ai donné au début du shiur, on t'avertit, on te dit attention, c'est un costume Versace, c'est moi qui l'ai fabriqué, le lignage à l'intérieur, il est fait de lin et de laine, ne le porte pas, sinon tu vas transgresser une mitzvah qui s'appelle ne mets pas d'habit sha'atnez. Sha'atnez, ça veut dire mélanger du lin et de la laine. Alors si le gars il dit ben, je le mets quand même, là il y a une action, parce qu'il a mise. Et s'il le met, alors là, on va devoir, si on emmène en cours, eh ben, on va devoir dealer avec ce qu'on appelle des malkoutes. Alors le Rambam, Maïmonide, donc sur cette Gemara que je viens de vous montrer, il est possède dans la halakha de la manière suivante. Il nous donne tous les cas où en général, quand tu transgresses, tu te retrouves avec des situations de malkout, donc de coups que tu vas prendre au Beddin. Et là, il nous explique la chose suivante. Kol lav shen bo ma'aseh, toute mitzvah passive parmi les 365 que tu transgresses sans faire une action, en lokin alan. Celui-là, on ne peut pas te donner de malcoute. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une action déviante avec un avertissement de deux témoins pour pouvoir administrer des coups. Sinon, on ne peut pas faire ça. Hutz, exception, nishba ou mimar ou mekalel et havero bachem. Alors, quelqu'un qui jure faussement, quelqu'un qui maudit quelqu'un d'autre avec un nom d'Hachem, ça c'est très très grave. Alors malgré qu'il n'y a pas d'action, que c'est de la parole vraiment, on apprend ça à travers des exceptions qui nous viennent des versets même, que ça c'est des cas particuliers et on donne des coups là-dessus. Vechol nav shenitan le azharot mitat bedin, n'importe quel lave qui est associé aussi avec une peine capitale si jamais il est transgressé, alors là aussi on va se retrouver avec, on ne pourra pas te donner de malcoute. Mais ce qui sort d'ici, de ce Rambam, c'est qu'on a vraiment besoin d'une action qui transgresse, donc une action déviante qui transgresse le lave, la mitzvah lota'aseh, donc la mitzvah passive, pour justement administrer des coups. Et bien évidemment, encore une fois, avec l'avertissement des deux témoins et tout. Parce que si on n'a pas deux témoins qui avertissent, on a zéro. On n'a rien. Il faut que la personne soit en pleine conscience. Et donc l'avertissement, c'est ça son rôle, c'est qu'il fait prendre conscience à la personne et qu'on essaye de l'arrêter avant qu'il fasse sa bêtise. Mais si le gars il nous écoute pas, ben, il nous écoute pas, on peut rien faire. C'est bon, Rabotaille? Alors, qu'est-ce qui arrive, Rabotaille, si jamais j'ai quelqu'un qui porte un habit de Shahatnez et il, par erreur, il n'était pas au courant, il savait pas. Mais moi, je suis un expert en textile, en schmatologie, comme on dit dans le monde scientifique des affaires. Et là, je vois que monsieur, il est en train de porter un habit qui est en charretnaise. Alors, je me présente avec un autre gars, les deux témoins, on lui dit, monsieur, il faut enlever cet habit parce qu'il est en charretnaise. On va voir que le Rambam, il est pas sec dans la halakha, que j'ai même pas besoin de lui parler de quoi que ce soit. Je peux aller, je peux lui déchirer l'habit si je veux, et je paierai rien. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de sauver quelqu'un de transgresser une mitzvah passive. Mais dans le cas où je l'avertis, et le gars, il dit, ben, je l'enlève pas, je m'en fous. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce gars-là, est-ce qu'il va prendre Malkout, oui ou non? Oui, Moi, je Pourquoi? pense pas. Je pense pas. Tu penses pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas averti avant qu'il fait Tu as le raison, lave. mais là, je viens de l'avertir. Je viens mais de lui ouais, dire, monsieur, il est au courant monsieur, là. il faut enlever l'habit. Et là, il dit, je m'en tape, je le garde. Ayav. Khayav de coup. Mais il fait Ouais. une aberration, il fait une aberration active. Il porte actuellement le Shatnez. C'est pas que- Attention, attention. La vera, c'est pas, la vera, c'est de le mettre. Une fois Il le qu'il est met. porté, l'action, elle est faite. Oui, mais il est porté, non? J'ai bien compris. Il est porté, ouais. Mais le gars, il a démarré avec écoute, j'étais pas au courant, je savais pas. Et là, la vérité, j'ai pas envie de me balader en tricot de peau dans la rue. Alors, je m'excuse, j'enlève pas le sharpness. Et la vérité, je m'en tape. Je suis pas religieux. Voilà ce qu'il te dit, le gars.
Alors, si on était au temps talmudique et tu as deux gars qui l'avertissent, l'Echaora, c'est pas évident de dire qu'il prend Malkout. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une action qui est déviante, qui transgresse le lave. Là, le gars, il a déjà porté l'habit, il est en train de le porter, il est en train de marcher avec, et là, je lui dis, hé, 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 enlève cet habit tout de suite. Et là, le gars, il m'écoute pas, il me dit, je m'en fous. Mais là, c'est ça. Alors, à partir de là, il est chayav. Avant, il n'est pas chayav. Où Mais elle est là, il est chayav. l'action? Hé, hé, one second, où elle est l'action? Mais il le porte. Je te répète, l'action, c'est pas de le porter. Une fois qu'il est mis, tu as une mitzvah de l'enlever parce que tu peux pas le rester Alors, il avec. doit l'enlever, il ne veut pas l'enlever. Eh ben, mais ça, c'est pas une action. Il est passif, le gars. Pourquoi c'est pas une action? C'est une action pour l'enlever. Non, tu n'as pas compris. Pour transgresser et être Hayav Malkout, il faut qu'une action soit posée et là, tu transgresses quand tu as été averti. Par exemple, je suis sur le point de le mettre et j'ai deux gars qui me disent Monsieur, Shahatnez. Et je dis Je m'en fous, je le mets quand même. Là, c'est clair. J'ai fait l'action de le porter. Lo ya'ale alecha, c'est marqué dans la Torah. Un habit de Shahatnez ne montera pas sur ta peau. Voilà ce qui est marqué. Mais là, je l'ai porté. Alors là, c'est sûr, tout le monde est d'accord que je vais me faire tabasser au Beddin. Il n'y a pas de là. Moi, ce que je demande, c'est qu'est-ce qui arrive si, par exemple, je l'ai mis pas en connaissance de cause, je ne savais pas que c'était interdit, je n'étais même pas au courant de ce Issour, ou la vérité, j'étais peut-être au courant, mais je ne savais pas que c'était un habit Shahatnez. Et là, quelqu'un me demande de l'enlever. Alors, j'essaie juste de vous faire réfléchir. Je joue un petit peu à l'avocat dans les deux camps. J'essaie juste d'essayer de vous dire que c'est pas évident de dire que ce gars-là, il va prendre Malkout maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de rattacher une action déviante à la transgression du lave. Alors Shlomo, il est en train de me dire, ouais, mais là, il refuse de l'enlever. Tu as raison, mais ça, c'est un refus passif. Quand il l'a mis, il n'était pas au courant. Maintenant qu'il refuse de l'enlever, comment est-ce que tu peux dire que... Comment est-ce que tu peux dire on va lui donner... J'essaie de comprendre, mais ça ne me... Mais au moment qu'il est au courant, au moment qu'il sait qu'il a fait un Alors avéra, au regarde, moment regarde, qu'il je sait vais qu'il y a un t'expliquer, interdit. Shlomo. Je vais t'expliquer ce qu'est ton problème. Toi, tu travailles avec l'hypothèse de travail que si tu le portes et tu refuses de l'enlever, ça s'appelle une action. Moi, je suis en train de te dire, attention, c'est pas évident de dire ça. Parce que l'action, c'est de le mettre. Je l'ai déjà mis maintenant, je n'étais pas au courant. Tu me demandes de l'enlever. Moi, si je dis je l'enlève pas, je suis passif. Mais c'est pas Je très marche. clair, j'ai compris, mais c'est pas très clair la avéra, c'est de porter ou de mettre. Toi, tu dis c'est de mettre, mais peut-être c'est de le porter aussi. Non, une fois que la transgression est faite, tu as une mitzvah de te débarrasser et de l'enlever. C'est D'ailleurs, ça, alors. je vais te montrer une halakha dans le Rambam. Le Rambam, il tranche dans la halakha. Et le Shulchan Aruch aussi. Tu vois un gars dans la rue avec Shahatnez, tu n'as même pas besoin de lui... Tu peux lui arracher l'habit si tu veux. Et tu paieras rien en cours. Regarde. Je vais vous montrer la halakha tout de suite. Regardez ici. Alors, ça veut dire que c'est ça que j'ai dit, que c'est au moment qu'il est en train de faire, juste, juste avant, non? Donc toi, tu es en train de dire que... C'est ça, tu es en juste au train de moment, dire... Tu es en train de dire qu'il ne juste- devrait pas prendre Malkout. Il ne devrait pas être non, non, coupable. non, si on avertit avant, au moment qu'il va le faire, puis il le Oui, fait ça oui. Ça, on automatiquement. est d'accord. Moi, je te parle du C'est cas où ça. il a déjà porté. Non, non. Non. Alors, regardez ici. Alors d'abord, je vais vous montrer cette halakha ici. Haroé kilaim shel Torah al-havero afilu haya me'aler bashuk. Tu vois des kilaim qui sont deoraita. C'est vraiment de la laine et du lin qui est tissé ensemble. Et tu vois le gars qui est en train de marcher avec dans la rue. Kofetzlo vekoro alav miyad. Mitzvah, tu peux lui sauter dessus et lui arracher l'habit et le déchirer en morceaux. Attention, afilu haya rabo, même si c'est ton rave, même si le gars il va rester en culotte, pas grave, tu dois lui enlever. Ok? Chez En Kavod Aberiot, regardez la règle, parce que l'honneur des créatures, des êtres humains, c'est pas quelque chose qui peut repousser un Issour Lota'ase qui est marqué clairement dans la Torah. Donc une interdiction qui est clairement marquée dans la Torah, c'est-à-dire qu'un comportement que la Torah ne veut pas que tu adoptes, elle veut pas que tu mettes des habits comme ça. Il n'y a pas de kavod maintenant, ça n'existe plus les honneurs. C'est ton rave, c'est le président, c'est qui tu veux. Tu lui arraches même s'il reste à poil. Il n'y a pas de kavod à Bériot. Ok? D'ailleurs, il y a un cas dans la Gemara, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, il y a un rave qui a vu une femme
qui mettait un habit shahatnez. Il lui a arraché l'habit et la femme lui dit, mais monsieur le rabbin, qu'est-ce qui vous prend? Il dit, mais madame, c'est du shahatnez, j'ai pas le droit de vous laisser comme ça. Et là, elle lui dit, mais je m'excuse, monsieur le rabbin, je suis pas juive. Je suis pas concerné par cet interdit. Et la Gemara elle raconte qu'il a dit lui demander pardon et qu'il lui a repayé l'habit. Parce que c'est un interdit qui est juste pour les bénis Israël. OK? Alors Alors, ça, c'est la première halakha. Oui, c'est un peu une contradiction. Tu dis que tu as la pourquoi? mitzvah d'aller sauter sur lui, et déchirer l'habit. Oui. Alors là, tu lui demandes de l'enlever et il ne veut pas. Si tu n'as pas le droit de déchirer l'habit, ça veut dire que tu as le droit de donner ma compte aussi. C'est grave. Excuse-moi encore. Si tu as quoi? Si tu as le droit de lui déchirer l'habit par Ouais. force, ça veut dire quoi, hein? S'il ne veut pas, hein, et tu n'arrives pas à le déchirer, il mérite ma coûte. Parce que tu Je comprends. m'excuse, Shlomo, je te répète encore la question. J'ai besoin d'une action. L'habit a déjà été porté. Toi, tu travailles avec l'hypothèse que quand tu marches avec, c'est une action. C'est comme si tu l'as porté. Moi, je suis en train de dire, non, 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 une seconde. L'action, c'est lo ya'ale alecha. Tu n'as pas le droit de le mettre. Une fois qu'il est mis, c'est un issour, c'est vrai. Mais Oui, mais c'est j'ai marqué besoin, j'ai besoin. oui, c'est marqué lo ya'ale, lo ta'ale. Alors, c'est quand on dit lo ya'ale, même si quelqu'un d'autre te le met, donc tu n'es pas au courant. Tu vas prendre de là, lo Ouais, ya'ale. mais qui a dit que si je refuse de l'enlever, ça s'appelle une action? Oh, mi amaretze. How do you know that? Comment tu conclus ça? Regarde, José, il est parti d'une manière pragmatique. Je m'excuse, si la règle, il faut une action pour transgresser, là, j'ai pas d'action. Le gars, il est passif, il veut juste pas l'enlever. Ne me dis pas que c'est une action, ça. Alors regardez ici. Allons voir la prochaine halakha. Soyez patient, rabotage, j'essaie juste de vous faire réfléchir. Je suis en train de jouer encore une fois l'avocat dans les deux champs de bataille. Mais c'est pédagogique, c'est juste pour vous montrer que Béhémet, en vérité, c'est pas quelque chose d'aussi simple de dire ah oui, c'est sûr qu'il prend des coups. Il a refusé de l'enlever. Alors regardez ici. Prochaine halakha. Dans le Rambam, encore une fois. Regardez ça. Alors, excusez-moi. Non, je suis dans la mauvaise halakha. Désolé, j'ai ouvert la mauvaise. Alors, regardez ici maintenant. Halovesh kilaim o amit kasebo loke. Donc, quelqu'un qui met, regarde qu'est-ce qu'il écrit le Rambam. Quelqu'un qui met un habit et qui se recouvre avec. Donc, j'ai même pas besoin que ça soit une chemise. J'ai pris une couverture pour le feu de camp à la plage en été et elle est faite de lin et de laine. J'ai pas le droit de me couvrir avec. Mais ça, c'est quand je me couvre. Et quand je me couvre, c'est actif. Ou quand je mets une veste de costard ou une chemise, je mets quelque chose. Il y a une action ici. Alors, Haya lavush bekilaim kol hayom kulo. S'il était habillé avec un kilaim pendant toute la journée, enoloke elahat, il va prendre juste un coup. Pourquoi? Parce qu'il a fait une action. Tu suis Shlomo? Il a fait juste une action. C'est quoi la définition de mettre un habit? C'est à partir de quand tu deviens chayav? Est-ce que tu dois rentrer les deux bras? Est-ce que tu dois rentrer la tête dans le cou? Comment ça fonctionne avec le col? Alors, le Rambam, il écrit Hotsi Rosho mina beget, il a sorti sa tête par le col. Veheziro, et il a ramené. Hotsi Rosho veheziro, il a sorti encore sa tête, il a ramené. Afalpi shelo pashata beget. Même s'il n'a pas enlevé l'habit, il a juste sorti le cou, ok, par le col. Alors s'il enlève l'habit, il le remet, il enlève, il le remet. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu unusual, on va dire. Mais encore une fois, on est en théorie pour comprendre exactement c'est quoi la définition de portée. Hayav al kol ahad ve'ahat. Alors là, tu vas être hayav pour chacune des actions que tu as fait. Parce que définition de porter d'enlever un habit, c'est quand la tête elle rentre dans le col. C'est là qu'il est porté. Et c'est là où on a un problème. C'est bon? Alors regardez ici maintenant. Voilà le cas qui nous intéresse. Aval. Donc là, il a déjà porté l'habit. On va dire qu'Avzechut, il n'était pas au courant que c'était du sharatnes. Moi, j'arrive, je lui dis, monsieur, avec une autre personne, on est deux témoins, vous êtes en train de porter un habit qui est fait de lin et de laine, ôtez-le s'il vous plaît. Pourquoi je ne lui arrache pas? Le gars, il pèse 2 tonnes et c'est un fighter UFC, j'ai pas envie de perdre ma vie. Et d'ailleurs, j'ai pas le droit de m'engager physiquement avec une personne pareille parce que je risque ça risque d'être grave. Ok? Donc, j'essaie la diplomatie et je lui parle. Alors, imi troubo ve'amrulo pashut pashut vehu la bouche beau.
et lui, il ne veut pas l'enlever. Il reste avec cet habit. Veshaha kedei lifshvot velilbosh. Et attention, regardez qu'est-ce qu'il ajoute le Rambam. Il a dépassé un temps raisonnable pour mettre l'habit, l'enlever et le remettre. Après qu'il ait averti, Hareze Hayav. Il est Hayav et il va prendre Malkout pour ça. Af alpi shelo pashat. Même s'il ne veut pas l'enlever. Donc le Rambam, il te dit, attention une seconde là. On comprend les détails du cas, je répète, hein. On est en train de l'avertir qu'il est en train de mettre un habit shahatnez. Il n'enlève pas, il passe pas la tête par le cou, ni rien. Il reste un temps raisonnable pour dire, ça prend peut-être 30 secondes d'enlever le col et de le remettre, et il a refusé de le faire, et bien là, le Rambam, il est en train de dire, à chaque 30 secondes, il va prendre à chaque fois qu'il dépasse le temps, chaque shia veshiya, chaque 30 secondes qui dépasse, il est en train d'accumuler des malcoutes, monsieur. Donc, conclusion, Shlomo, il semblerait que tu aies raison, et José, il semblerait que tu aies tort. Quand tu portes l'habit, tu refuses de l'enlever, et tu passes le temps pour l'enlever et le remettre, et tu restes passif comme ça, malcoute. C'est bon? C'est considéré une action de ne pas l'enlever. Alors, conclusion, conclusion qu'on voit, à prime abord, encore une fois, Rabotage, je vous avertir, hein, essayez de vous concentrer parce que on va construire des raisonnements qu'on va détruire avec chaque référence qui arrive. Donc, à ce point-là, si on arrête le cours maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Refus de suivre les directives et d'ôter l'habit, c'est considéré comme une action quand tu dépasses le temps. C'est bon? Et donc, la passivité, la nullité spirituelle qui te laisse dans un état de transgression d'un lave, elle est considérée comme une action. Voilà ce qu'on voit d'ici. Et c'est pour ça que ce gars-là, il prend des malcoutes. C'est bon? Donc les critères, c'est quoi? C'est que il n'était pas au courant que c'était shahatnez, que c'était un habit de lin et de laine. Il a mis, mais quand je lui dis d'enlever et que je suis avec deux témoins, il refuse. On lui donne le temps raisonnable. Et quand on dit temps raisonnable, par rapport à son âge, à sa condition physique, et par rapport si c'est un vieux monsieur, et monsieur, il arrive, ça lui prend 4 heures pour mettre un t-shirt, je vais devoir prendre ça en considération, n'est-ce pas? Donc si il attend avant d'enlever, ou il n'enlève pas du tout, et il dépasse le temps pour enlever, pour remettre un habit, à chaque fois que ce temps-là, on va dire que c'est 45 secondes, à chaque fois que ce temps-là il passe, on considère comme s'il a mis l'habit, il l'a enlevé à tous les coups, et qu'il est en train de refaire des actions. Alors s'il a attendu 10 fois 45 secondes, il y a 10 chiyuvim de malkout. On va devoir le mener en cours, et c'est comme s'il a transgressé 10 fois le lave de manière successive. C'est bon? Mais notre conclusion, c'est quoi? Passivité et refus d'enlever l'habit est considéré comme une action. Donc, on voit ici un klal, a priori, qui a l'air général, que quand, par exemple, la personne, elle refuse de faire ce qu'elle a à faire et qu'elle a été avertie, on lui donne le temps raisonnable pour enlever, mais s'il bouge pas, le gars, il reste de glace comme la statue de la liberté, eh ben, ça s'appelle une action, ça. Donc, passivité, nullité spirituelle égale action. Voilà ce qu'on voit d'ici. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde accepte la règle? OK. Ouais? Tu es convaincu, José? Pour l'instant, oui. Ok. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre halakha. Et comme je vous avais averti à l'avance, cette halakha va détruire tout le raisonnement qu'on vient d'établir. Parce qu'à ce point-ci du shiur, passivité égale action quand tu dépasses le temps. Quand tu dépasses le temps réactionnaire, où tu aurais dû prendre les choses en main et faire ce que tu avais à faire, on considère que c'est comme si c'était une action. Alors, il y a un lave rabotai qui s'appelle Tu n'as pas le droit d'habiter en permanence en Égypte. C'est interdit. C'est un lave. C'est bon? Alors, il y a des permissions évidemment.
L'un des cas, c'est quoi? C'est que quand il n'y a pas d'autre endroit où aller, et le seul endroit où tu peux être en sécurité, c'est en Égypte, et bien tu as le droit de t'établir là-bas, mais dès que les choses vont bien, tu es obligé de te tirer de là-bas. Alors, l'exemple le plus fameux que nous avons, c'est le Rambam lui-même. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire du Rambam. Il est né en Espagne, à Cordova. C'est comme ça que ça s'appelait. Cordoue a été envahi par les Almohades. C'était une secte qui venait d'Afrique du Nord, probablement du Maroc même. Une secte de fanatiques islamistes, des débiles, ok? Et ils ont saccagé tout le sud de l'Espagne et c'est devenu un califat musulman. Alors le Rambam a dû bouger. Il est parti au Maroc d'abord. La vie était très très dure pour les Juifs à cette époque-là au Maroc. Arrêtez de penser, Rabotaï, ceux qui viennent du Maroc, que le Maroc c'était les Arabes du Maroc. Ils sont tous très gentils. Ça, c'est juste quand des Français sont arrivés parce qu'ils pouvaient plus broncher. Que vous sachiez, ils sont pas mieux que les nazis. You should know that. Et si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer plein d'écrits que nous avons, du Hor HaChaim HaKadosh notamment, qui décrit des catastrophes qu'ils faisaient. Donc jusque dans les années 20, c'était très courant d'avoir des pogroms dans tous les mélas du Maroc. On a besoin de cash, allez, on raide le carrément. On brûle tout le truc et on pille. C'était très courant. Alors, euh, le Rambam n'a pas pu rester au Maroc, il est parti en Israël. Dès qu'il arrive en Israël, problème. Sa tête est mise à prix parce que les autorités chrétiennes avaient compris que les bénis Israël, ils respectaient beaucoup leurs leaders spirituels, leurs rabbinim. Et très souvent, ce qu'ils faisaient, ils les kidnappaient. Ils les mettaient en prison sans aucune raison, rançon pour sortir. Et très souvent, ce qu'ils faisaient, ils étaient tellement cruels qu'ils assassinaient le pauvre rabbin en truc et qu'ils voulaient, on dit, on rend pas le corps. Vous voulez le corps, il faut payer encore plus. Alors le Rambam, quand il a vu que sa tête était mise à prix, dès qu'il a posé le pied en Eretz Israël, il s'est dit, moi je ne peux pas rester ici. D'abord, je vais devenir un fardeau pour la communauté locale. J'ai pas envie qu'ils commencent à ramasser de l'argent pour me libérer. Le seul endroit où vous pouvez aller, c'était l'ancienne ville de Le Caire, qui s'appelait à l'époque Fostat. C'est comme ça qu'elle s'appelait la ville. Et il est parti s'installer là-bas. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il écrivait une lettre, ou une responsa pour les communautés qui demandaient son avis sur des grandes questions de halakha, il écrivait Maïmonide signé, celui qui probablement est en train de violer un commandement de la Torah tous les jours de sa vie, parce que je suis installé en permanence en Égypte. Mais il est communément admis que si c'est un problème de sécurité, et que dans l'endroit où je suis, c'est l'endroit le plus proche où je peux aller m'installer, parce que j'ai pas le choix, eh ben c'est pas interdit. Alors, évidemment, il n'y a aucune interdiction d'aller en vacances. Bien que je ne vous conseille pas de faire ça. Mais disons que c'est moins un problème. Le Issour, c'est vraiment de s'installer en permanence là-bas. Il y a des raisons qui sont données d'après la mystique juive, il y a des tas de choses qui sont en rapport avec la sortie d'Égypte. Mais en général, c'est que c'est une terre où le travail spirituel des bénis Israël a été complété complètement. On est sorti de là-bas et Hachem nous a dit, vous ne retournerez pas dans ce chemin pour vous installer en permanence là-bas. Je vous ai sorti de là-bas, vous êtes devenu une nation à la sortie, vous ne retournerez pas là-bas. Point à la ligne. Alors, le touriste, il n'a aucun problème. Moi, j'ai un cas pareil. J'ai un gars, par exemple, qui est persécuté. On va dire comme le Rambam. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, écoute, j'ai pas le choix, je vais aller vivre en Égypte parce que c'est le seul endroit sécuritaire dans le Maghreb. Il y a Kadhafi en Libye, ça va mal en Algérie, le Maroc oublie, l'Europe, catastrophe, surtout en ce moment, République islamique d'Europe, ok? Alors qu'est-ce que je fais? Je vais en Égypte. Là, les choses se calment et tout va bien. Et le gars, il rencontre un jour, il reçoit un appel de deux juifs, ou carrément deux juifs qui lui demandent de se présenter, on va dire, à la frontière de l'Égypte et de la Libye, ok, on va prendre et qui lui disent, mon cher ami, tu es en violation d'un lave, tu es en train de t'installer en permanence en Égypte, alors que tu n'as aucune raison, là, tout va bien dans le reste du monde, tu es obligé de quitter. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Et le gars, il dit, je ne sortirai pas. Alors, c'est quoi la halakha? Est-ce qu'on lui donne des coups, celui-là, oui ou non? À la lumière de ce qu'on a appris. Gilles, tu es très silencieux, qu'est-ce que tu penses? Alors, je répète, monsieur est en Je pense, Égypte. je pense Il à est venu. l'intention, en fait. Hein? Le fait qu'il ait
que c'est pas une action, mais une intention, c'est comme une action pour moi. One second, one second, one second. On a appris dans le truc du vêtement avec la laine et le lin que si tu refuses d'enlever et tu passes le temps raisonnable pour une personne moyenne de l'enlever, c'est comme si tu l'as porté. Et c'est pour ça que tu prends des coups. Alors ici, si le gars me dit, je m'excuse, j'ai pas envie de sortir et je ne sortirai pas. Alors on va dire qu'on lui donne un mois pour déménager. Je reviens un mois après, il est encore là-bas, celui-là. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne des coups si je le dénonce en cours, oui ou non? Qu'est-ce que vous dites, guys? Il va prendre des coups, celui-là, oui ou non? Et est-ce que ça a quelque chose à voir avec, on appelle ça, le fait qu'il c'est pas, je sais pas comment le dire, he's, in- the- he's in a place, it's not like Ouais, he's mais in a encore une location. fois, si la, si l'action, c'est de rentrer dans le territoire égyptien avec l'intention de s'installer, quand il refuse de sortir et qu'il passe un temps raisonnable pour le déménagement, qu'il excède ce temps, on a vu dans les cas de Shahatnez, c'est comme si tu as porté l'habit, c'est pour ça que tu prends des coups. Alors moi j'aurais dit, si vous m'aurez demandé la halakha sans que je la check, j'aurais dit, mais bien sûr qu'il prend des coups celui-là, c'est sûr. Son refus de quitter le pays, et avec... en plus, il excède le temps que ça lui aurait pris pour déménager, ramasser ses affaires et quitter. Il est toujours là-bas, avec deux témoins qui l'avertissent. C'est comme s'il est rentré dans le pays. Oui ou non? Oui, Oui, Ok, alors tout le monde est d'accord. On le tabasse. Shlomo? Après, donner le temps de quitter. S'il quitte pas, oui. Ok, alors regardez ici. Halacha, et comme vous vous en doutez, Rabotai, le Rambam va trancher dans la halacha. Il ne prendra pas de malcoute, monsieur qui refuse de sortir d'Égypte. Regardez ici, Rabotai, regardez cette halacha. Moutar, la Hazor, l'Eretz Misraïm, Belisrora, ou l'Iparamak, tu as le droit d'aller là-bas pour le business, ou bien pour conquérir, ou peu importe ce que c'est. Le Issour est là, l'Ishtake Hacham. Tu n'as pas le droit de t'installer en permanence là-bas. Ok? Attention, Ve'en lukin al lavze. Et ça, si tu refuses de sortir, une fois que tout va bien, tu prendras pas de malcoute. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé avec la règle qu'on a vue juste avant? Alors j'ai enlevé l'écran tout de suite parce que le Rambam il donne la réponse dans la phrase d'après. Mais venez, on réfléchit ensemble. D'après vous, pourquoi il prend pas de coup celui-là? La, c'est la, en rapport avec la l'interdiction. permanence. Attendez, il y a deux personnes qui parlent Non, ensemble. pardon, Ouais, vas-y. 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 En rapport avec le fait que bah, l'idée de permanence, elle n'est pas avérée, elle n'est pas certaine. Il est peut-être, il s'est pas installé forever. Non, tu peux pas changer le cas. Le cas, c'est que le gars, il te dit, je ne sortirai pas. Je ne Je suis sortirai très pas. Ok. bien en Égypte. Laissez-moi tranquille. Hmm. Fatima qui me fait les trucs, là, là, je bouge pas. Je veux pas. Alors je passe. Je passe. On lui donne pas de malcoute. Pourquoi pas? Shlomo, vas-y, je t'écoute. Pour ça, quelque chose, mais ça ne tient pas debout. C'est interdit, c'est l'autre tachouv ou le reste Mitzrayim. Tu as raison, ça tient pas debout. C'est pas à cause de ça. C'est ça. Alors regardez ça, Rabotai. Une idée brillante, mais encore une fois, qui va détruire tout l'édifice de Halacha, soi-disant magnifique, qu'on a battu avec le cas du Sharatnez, hein. Regardez qu'est-ce qu'il écrit le Rambam. Tantara. Elokim alavze, tu ne pourras pas prendre de malcoute pour ça. Pourquoi? Chez Beshaat Aknisa Mutaruhu. Parce que quand tu es rentré, tu avais le droit. C'était un problème de sécurité. Tu es rentré pour faire du business, tu t'as dit, c'est quoi, je vais rester maintenant.
Est-ce que vous suivez ce qui se passe, guys? Là, on est en train de dire, attention une seconde. Nous, on était sous l'impression que quoi? On était sous l'impression que la passivité et le refus de poser une action, quand elle excède le temps où l'action qui était corrective aurait pu être posée, on a dit ça c'est une action. Cette passivité, elle est comme une action, et c'est pour ça que ce gars-là qui refuse d'enlever l'habit de laine et de lin, il va se faire tabasser. Mais là, on dit attention une seconde. C'est pas ça le principe. Et la preuve, c'est quoi? Le gars, il rentre en Égypte pour faire des affaires. Le gars, il rentre en Égypte pour touriste. Le gars, il rentre en Égypte pour des raisons de sécurité, comme le Rambam, parce que ça va très mal dans le reste du monde pour les Juifs. Et l'endroit qui est le plus sécuritaire, c'est là-bas. Une fois que tout va bien, une fois que son commerce est fini, une fois que ses transactions sont faites, une fois qu'il a visité tout le pays, il dit, tu sais quoi? Je veux m'installer. Je veux pas sortir. Et là, on l'avertit, on lui dit, sors! Tu n'as pas le droit de rester là-bas. Et il dit, non, je sors pas. Alors tu transgresses le lave, parce que tu es en train de t'installer, mais tu n'as pas d'action. Pourquoi? Parce que quand tu es rentré dans le pays, tu avais le droit. Tu avais une raison valable dans la halakha. Ah, alors c'est quoi la différence avec monsieur de l'habit de laine? Monsieur de l'habit de laine, c'est qu'il avait aucune permission whatsoever de mettre cet habit de laine et de lin. C'est juste lui qui n'était pas au courant. Mais l'action qu'il a faite, c'est béhémet une action qui est interdite d'après la Torah. C'est juste lui, il n'était pas conscient, par ignorance et par manque d'informations sur le matériel qui a été utilisé pour l'habit. Alors regardez comment le raisonnement il est maintenant. La vérité, la passivité, c'est jamais une action. C'est jamais une action. Quand est-ce qu'elle devient une action? C'est quand tu refuses d'agir et tu passes le temps raisonnable où tu aurais pu réagir. Et un autre critère, attention, la première action que tu as posée, elle était déviante, mais tu n'étais pas au courant. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Rétroactivement, on va rattacher l'action numéro un que tu as fait, alors que tu ne savais pas que c'était un habit qui était en laine et en lin. Maintenant que tu refuses, on est capable de rétroactivement aller rechercher cette action et de te la coller à la face, et c'est pour ça que tu vas prendre Malkout. Chose qu'on ne peut pas faire avec la sortie d'Égypte. Oui, excusez-moi, la rentrée en Égypte. On a l'habitude de dire la sortie d'Égypte, je m'excuse. Pourquoi? Parce que là-bas, je ne peux pas faire ce principe. Et je ne peux pas appliquer ce raisonnement. C'est pas possible. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais quand tu es rentré, mais tu avais le droit de rentrer. Alors, je ne peux pas aller rattacher l'action déviante qui est rentrée en Égypte quand elle était permissible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Malkout. Vous suivez ou pas? On commence à la télécommande. Est-ce Attends, que je tout le monde est l'explique. clair? Est-ce que tout le monde m'a suivi? Je répète. C'est clair. Pardon? Moi, j'ai compris. Tu as compris. Alors, je répète, Rabotaï, la passivité, c'est pas une action. C'est pas vrai ce qu'on a dit au début. La passivité devient une action quand, au départ, une action déviante, physique a été posée, mais en non-connaissance de cause, par ignorance ou par manque d'information. Quand là, je deviens passif plus tard et je refuse d'écouter la halakha et que je dépasse un temps raisonnable où j'aurais pu corriger la situation, on est capable rétroactivement de retourner en arrière et d'aller rechercher ce gars-là, son action primaire d'avoir mis la veste sha'atnez et lui dire tu vas prendre Malkout, toi. Par contre, avec l'Égypte, on ne peut pas faire ça. Parce que le gars, il est rentré avec une permission. Et donc, j'ai pas d'action qui est associée avec sa nudité de refuser de sortir de l'Égypte. Donc, refuser de sortir, c'est passif, c'est pas une action, ça. Je peux rétroactivement aller chercher en cas de refus, mais il faut que j'ai une action déviante au départ. Si j'ai pas, j'ai rien. C'est bon? Gilles, Shlomo, ça va? Ouais. Ouais. Ok. Alors, accrochez-vous, mes chers amis. Troisième référence, elle va être très dure. Je vais vous montrer une référence qui va détruire tout le raisonnement qu'on a maintenant. Alors, c'est quoi notre raisonnement? Je vous répète. La passivité n'est jamais une action. OK? Elle devient une action quand il y a un refus,
quand on excède le temps où l'action corrective, pardon, aurait dû être posée, là, on est capable rétroactivement de revenir en arrière et de dire, ben, tu sais quoi, ta première action déviante où tu étais ignorant, maintenant que tu es au courant, on est capable de la rattacher avec ton refus maintenant. Et c'est pour ça que tu prends Malkout. Alors, je vais vous donner un cas. C'est quoi un nazir, Rabotai? On vient de dire ça la semaine dernière. C'est quoi ce qu'on appelle un Nazarite en anglais? Qu'est-ce que c'est? Stem. C'est un éder. Oui? Donc c'est un vœu. C'est un vœu. Une personne, elle prend sur elle. Je ne boirai pas de vin pendant minimum 30 jours. On peut étendre plus que 30 jours, même toute sa vie si on veut. C'est un éder. Pas de coupage de cheveux, pas de rasage, à moins que le gars, il a les cheveux qui sont trop affis, ça commence à lui faire mal aux racines, il a les cheveux trop longs, on a le droit de lui couper pour alléger un petit peu le poids. Et troisième interdiction, c'est quoi? Il n'a pas le droit de s'impurifier. Alors comment tu t'impurifies? Avec ce qu'on appelle tum atmet, l'impurité qui viendrait d'un cadavre. Soit tu le transportes, ok? Quand tu enterres quelqu'un, Havre Shalom par exemple, ou bien ce qu'on appelle Tumat Ohel. C'est quoi Tumat Ohel? C'est que quand je suis dans une pièce et il y a un cadavre qui est là-bas, l'impureté du cadavre, elle envahit tout l'espace de la pièce. Et même si j'ai pas touché le cadavre, même si je ne l'ai pas transporté, même si je ne l'ai pas soulevé, ma seule présence de mon corps à l'intérieur de cet endroit fait que je deviens impur. C'est bon? Tout le monde est avec moi? Oui. Alors, je vous donne un cas, vous me donnez la halakha. Monsieur Messod le Nazir, ok? Il va visiter quelqu'un qui est un petit peu malade, problème de cœur. Il rentre dans la salle où il se trouve, il commence à discuter avec lui. Tout à coup, le gars, crise cardiaque, il meurt en the spot. Les gens qui sont là-bas, ils essaient de le raviver, CPR, tout ce que tu veux. Kaddish tit kabal. Le gars, il est parti. Et le Nazir, il y a quelqu'un qui lui dit attention, Tom Atmet, tu n'es pas supposé rester ici, sors. Parce que tu es Nazir, toi. Et si tu restes dans cet endroit et le gars, il est mort, tu vas devenir impur et tu n'as pas le droit. C'est un lave pour toi. Tu n'as pas le droit. Alors sors. Et le gars, il dit je ne sortirai pas. Je reste. On lui donne Malkout, oui ou non? Je répète le cas, guys. Je suis Nazir. Je vais visiter quelqu'un. La vérité, même si le gars, il a aucune maladie, je vais rien que aller lui rendre visite. Le gars, pour une raison X ou Y, drop dead. Il meurt directement là-bas. Et il est condamné, il est prononcé mort. Moi, je suis nazir, d'un moment, je ne peux pas rester là-bas. Je devrais sortir tout de suite. Qu'est-ce qui arrive si je dis je sors pas? C'était mon copain, non, je sors pas. Je reste. Est-ce que je prends mal côte, oui ou non? Allô, réveillez-vous. Répondez-moi, oui ou Si non? on va avec la logique de tout à l'heure, c'est qu'il est rentré BTR Exact. et c'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, l'Ochayav Malkout, si tu vas avec la logique qu'on a expliquée. Ok. Gilles, tu es d'accord? Ah oui, sinon, il rencontre personne. Je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Exact. Et on va pas demander à un Nazir, s'il te plaît, va faire un examen de électrocardiogramme, prise sanguine avant de rentrer visiter un ami, parce que tu sais jamais, il peut perdre sa vie. Oui, Mhm. c'est ridicule. On va pas demander ça à un Nazir. Mais les Chaora, d'après la logique des choses qu'on a développées avant, tu rentres dans cet endroit, tu avais le droit de rentrer, le gars il meurt, tu refuses de sortir maintenant. Hmm, Normalement, on ne devrait pas te donner de malcoute. Pourquoi? Parce que tu es rentré avec une permission. Tu avais le droit d'aller le visiter, le gars. Alors, regardez Rabotai. Halakha choquante dans le Rambam. Regardez ça maintenant. Hop, Ilchot Nezirut. Nazir shenichnas labayit. Un nazir qui est rentré dans une maison. Vesha Hacham, il est resté là-bas.
Ad shemet sham hamet, jusqu'à ce que le mort, il est mort. Ou bien, un autre cas, regardez ici. Alors celui-là, il est un peu technique. Ça, on parle d'un gars, si jamais il est dans une juridiction à lui-même, ce qu'on appelle un reshoot. Par exemple, il rentre avec une boîte qui l'entoure de tous les côtés. Et il a juste deux trous pour regarder ce qui se passe, on va dire. Il est considéré comme un reshoot, comme une juridiction, comme un espace à l'intérieur de l'espace. C'est pas comme s'il est dans la pièce s'il fait ça. Alors s'il rentre par exemple, Nichnas la Ohelamet, dans l'endroit où le mort est, Beshida, Teva ou Migdal, dans une boîte, dans une tour, c'est-à-dire qu'il est entouré d'un espace qui est complètement fermé et lui, il se trouve dans cet espace. Mais cet espace est mobile. Il peut se déplacer dans la pièce où il y a le mort. Alors ça, normalement, il n'est pas tamé s'il fait ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la pièce. S'il a la taille de la boîte et tout ce qu'il faut, il n'est pas dans la pièce. Il est considéré comme dans une autre maison, parce qu'il est dans cette boîte. Par contre, Bahavero, si son copain il vient, ou Parar Gaaga Teva, il lui enlève le toit de la Teva, mais Alav de lui-même, c'est-à-dire que le gars il est dans une boîte, right? Et tu as un gars qui vient qui lui enlève le toit de la boîte. Et qu'il est au courant, le gars qui va lui enlever le toit de la boîte. Attention, Areze Lokeshtaim, ce gars-là il va prendre deux malkoutes. Ahat mishum lo yavo, ve ahad ishum lo itame. Pourquoi? Parce qu'il y a deux transgressions ici. La Torah a dit au Nazir, tu ne rentreras pas dans une maison où il y a eu un mort. Donc, première interdiction. Deuxième interdiction, tu ne deviendras pas impur en rentrant en contact avec un mort. Donc, il y a deux choses ici. Mais c'est contradictoire avec ce qu'on a vu. Ça ne marche pas là. Le gars, il rentre, il refuse de sortir, et il y a un gars qui meurt. Ça marche pas. C'est pas bon. Normalement, on ne devrait pas lui donner mal coup de celui-là, parce qu'il est rentré avec une permission. Et quand il est rentré, le gars était en vie. Deuxième cas, c'est que monsieur, il est rentré dans une boîte qui était fermée dans les quatre points cardinaux, avec la bonne mesure. Il est considéré comme une maison à l'intérieur de l'appartement. Et là, normalement, il n'est pas impur et il n'a pas transgressé quoi que ce soit en rentrant dans l'endroit. Mais si quelqu'un vient et lui découvre le toit de cette boîte dans laquelle il se trouve, alors là, il va prendre Malkout fois 2. Parce que c'est considéré comme s'il est rentré dans la maison où il y a de l'impureté, et en plus, il est devenu impur. Mais dans le premier cas, je m'excuse, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le gars, il rentre, il avait le droit de rentrer, et là, il refuse de sortir maintenant, alors qu'il y a déjà eu un mort. Moi, j'aurais dit, je m'excuse, j'ai pas d'action ici. Passivité, comme dans le cas de l'Égypte. Tu es rentré en Égypte en tant que touriste, n'est-ce pas? Et là, tu refuses de sortir, bah, tu as transgressé, c'est vrai, mais je ne peux pas te donner malcoute. Parce que je ne suis pas capable rétroactivement de revenir en arrière et d'aller chercher l'action déviante. Elle n'est pas là. Tout le monde comprend la question, guys. Je m'excuse, je vous répète constamment parce que c'est très très technique. Il y a beaucoup de détails et je veux vraiment que vous compreniez exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc si je récapitule tout ce qu'on a fait, on a détruit notre raisonnement numéro un où on pensait que la passivité c'était une action. Avec notre hypothèse de travail numéro un. Ensuite, on dit, ben non, 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 la passivité c'est jamais une action. La passivité avec le refus et l'excédent du temps pour pouvoir corriger la situation, là, on est capable rétroactivement de revenir en arrière et de trouver l'action déviante qui a été posée au départ. Comme dans le cas du gars qui mettait un habit qui était lin et laine, mais il était juste pas au courant. Là, on a un nazir, mais il y a quelque chose qui ne marche pas là. Parce que le nazir, il rentre dans la pièce. Ok, fine. Et là, il y a un gars qui meurt. Bah, d'abord, il est déjà tamé, d'entrée de jeu. Alors, c'est un petit peu bizarre comme situation. Mais pourquoi tu vas lui donner deux malcoutes? Il est pas au vert Loyavo, celui-là. Quand il est rentré, il est pas au vert Loyavo. Loyavo, ça veut dire que tu n'as pas le droit de rentrer dans une maison où il y a un mort, si tu es nazir. Alors, la vérité, Rabota, c'est que c'est une fausse question. C'est que je vous ai un petit peu entourloupé. Je vais être honnête avec vous.
J'ai choisi de ne pas vous trop dire quelques mots dans la halakha du Rambam, parce que la question elle était trop belle. Mais en fait, la question ne démarre même pas. Parce que regardez, je vais vous relire la halakha. Il y a des détails dans le Rambam qui expliquent pourquoi il reçoit les deux coups ici. Alors regardez, premier détail, regardez ça. Nazir shenichnas le baït. Il est rentré dans une maison. Vesha'asham, ad shemet shammet. Et il est resté là-bas jusqu'à ce qu'il y ait eu un gars qui est mort. Pourquoi le Rambam il m'ajoute ça? Pourquoi il me dit pas, il est rentré dans la maison, ah, le gars est mort. Et là, il veut pas sortir. C'est pas ça qu'on nous dit. On nous dit que le gars, il est rentré dans une maison où il savait très bien qu'il y avait un risque que le gars, il perde la vie. Et normalement, ne commence pas à prendre ton risque et à t'asseoir avec le thé, les gâteaux et à discuter pendant des heures. Tu sais que le gars, tu es nazir. Tu sais que le gars, il risque de perdre sa vie. Il est en train d'agoniser. Les Khaoura, tu n'as même pas le droit de rentrer dans un endroit où il y a quelqu'un qui est en train d'agoniser. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment si tu es nazir. Alors là, tu as pris le risque de rentrer avec un grand potentiel qu'il y ait eu un mort. Là, j'arrive rétroactivement à te recoller ton entrée parce qu'elle était risquée ton entrée. Et tu as quand même pris le risque de rentrer. Et il y avait ce qu'on appelle Ragalaim le Davar. Tu avais... Alors là, je vais être capable de te donner Malkout deux fois. D'abord parce que tu t'es impurifié. Et en plus parce que ton entrée dans cette pièce, elle était illégale depuis le départ. Fallait pas rentrer. Mais les Khaora, si on parle d'un cas où le gars, il est, euh, il est rentré et qu'il n'y avait aucun risque whatsoever, et que là, malheureusement, il y a un gars qui meurt soudainement, ok, il est tamé. Ça, je peux pas lui enlever ça. Mais c'est par la force des choses. C'est-à-dire que c'est pas fait consciemment. Il prendra pas de malcoute pour l'Oyavo et ni pour l'Oïtma parce qu'il est arrivé, c'est un accident. Il va devoir recompter sa Néziroute, il y a tout un protocole pour refaire et faire tout ce qu'il y a à faire. Mais je ne pourrais pas lui donner de malcoute. Et regardez le Rambam, il a été très clair. Nichnas Shaha. C'est quoi Shaha? Monsieur, il s'est installé, il m'a fait le camping là-bas. Ad Shemet Shamamet, jusqu'à ce que le gars il est mort. Pourquoi le Rambam il m'écrit ça? Parce qu'on parle d'un cas où c'était risqué. Et là, tu as décidé de rentrer. Alors là, tu vas prendre des coups, c'est sûr. Regardez le deuxième cas avec la boîte. Shida, Teva, Migdal, Uba, Havero, Parar et Agag. Tu es rentré avec la boîte. Tu avais le droit. Ah, le gars, il te découvre la boîte. Pourquoi tu ne dis pas c'est un accident? Regardez le mot que le Rambam a ajouté. Midato. Tu sais qu'il est sur le point de l'enlever. Le gars, il t'a averti. Fallait que tu cours et que tu sortes de l'endroit. Tu as choisi de rester en sachant qu'il allait découvrir maintenant. I'm sorry, si tu vas prendre mal coûte. Parce que maintenant, c'est comme si tu as décidé de rentrer. Et alors regardez, là, ça devient un petit peu plus fin. Si j'enlève le toit, on considère que tu as quitté l'endroit où tu étais parce qu'il n'est plus et que tu rentres dans l'appartement. Voilà où elle est la bia. Vous suivez ou pas? Guys, est-ce que je vous ai perdu ou vous êtes toujours avec moi? J'ai compris. Donc c'est bon. Ok, alors conclusion de l'affaire à Botaï. La passivité n'est jamais une action. Elle est quand même, il y a quand même des conséquences, mais de là à lui donner un statut d'action pure, on ne peut pas faire ça. On peut seulement faire ça quand on a un refus, qu'on a une action déviante au départ qui a été faite par ignorance ou par peu importe le cas. Là, quand il y a un refus, on est capable de retourner rétroactivement. Donc le principe qu'on a appris dans la halakha numéro 2, avec le cas de l'Égypte, il tient la route. C'est juste que le cas du Nazir, en apparence, est une question brillante. Mais quand on regarde dans les détails que le Rambam a énoncés, on voit que la question, elle n'a même pas démarré. Et qu'en fait, on est en train de parler d'un gars qui rentre dans un endroit où il y a une très grande probabilité que quelqu'un perde sa vie. La Hevra Kadisha est déjà là, ça va très mal, tu es Nazir, tu n'as rien à faire là-bas. Tu es rentré et tu as pris le risque. Et en plus, tu t'es installé en train de discuter et tout ça. C'est sûr que tu vas prendre Malkout pour de lave. Parce que tu es rentré dans un endroit potentiellement où il y avait un mort, qui peut arriver à n'importe quel moment. Et en plus, monsieur, tu es rentré dans un endroit où... Alors là, ça marche pas. Par contre, avec la boîte, le Rambam, il a ajouté le mot midato.
Midato, ça veut dire que tu es conscient que le gars, il va t'enlever le toit, là. Alors, fallait sortir tout de suite. Tu es resté alors que le gars il te dit, je t'enlève le toit pour rigoler. Et toi, tu restes. C'est comme si tu es sorti de ta boîte et tu es rentré dans l'appart maintenant. Et c'est pour ça que j'arrive à te coller les deux malcoutes. Ou bien, Bechlal, si tu mets une boîte, c'est parce que tu sais que tu vas dans une place risquée. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais au OL pour pèleriner le rabbi de Lubavitch, Alav Shalom. Il y avait un couple, c'était des Kohanim. Ils voulaient absolument prier. Bon, ils ont arrêté de faire ça parce que ça, il y a eu trop d'accidents. Mais halachiquement, c'est permis. Tu voyais le Cohen en train de se balader dans une boîte, carrément, pour entrer juste proche du kéver, faire sa tefila et sortir. Oui, mais là, s'il arrive quelque chose, tu es fautif parce que tu sais que c'est risqué. You're right. Mais en théorie, si par exemple le gars, regarde, on enlève le mot midato dans le Rambam. Le gars, il me l'a enlevé, j'étais pas au courant, j'aurais pas pu réagir. Alors, je suis tamé, je vais devoir recommencer ma Nizirut et tout, mais je prendrai pas de coup du tout. Parce que j'étais pas conscient qu'il allait m'enlever le toit de ma boîte. J'aurais dit le contraire. Le fait que je fais une boîte et je rentre dans une place risquée, Non, tu as le droit de faire ça. Juste prends tes précautions. c'est comme tu dis, le malade est en train d'agoniser. Il n'est pas mort, mais je sais que c'est dangereux si je rentre. Regarde, le gars, il n'a pas enlevé le toit lui-même. Le cas du Rambam, c'est un autre coco qui est venu et qui lui a enlevé le toit. Si le coco, il t'enlève le toit et tu es au courant, c'est comme si tu l'enlevais toi-même. Là, on peut dire ça. Mais si tu n'étais pas au courant et tu as enlevé le toit, c'est un pur accident. Ou le carrément, c'est un accident, il ne savait pas que tu étais le nazir. Il voulait juste voir qui était dans la boîte, on va dire. Alors là, tu as transgressé zéro. Tu es lotamé, tu es tamé, c'est vrai. Tu vas devoir recommencer ta naziroute, mais je ne pourrais pas te donner de malcoute pour rien parce que c'est pas volontaire ce que tu as fait. En tout cas, mes chers amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vais poster le cours. Il faut essayer de le réécouter pour réimbriquer un petit peu les raisonnements qui s'intercroisent là. Mais le principe, il est fondamental. Passivité, c'est jamais une action. Refus de réagir, c'est pas une action. On peut rattacher ça rétroactivement quand il y a une action déviante au départ. Et là, quand on la jumule avec le refus, là, ça peut marcher. On peut te donner malcoute. Voilà, mes chers amis, je vous laisse là-dessus. Je vous vois demain. Et Bezrat Hashem, guys, il nous reste une Mishnah, hein. On va terminer le Pérec jeudi. Alors probablement qu'on va essayer d'organiser une Seuda Shlichit ou un Sioum à la synagogue pour célébrer. Parce que je pense qu'à partir de lundi, je veux commencer un nouveau traité. En tout cas, on en reparlera demain, si Dieu veut. Allez, bonne soirée, messieurs. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Bye bye.